Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast NBA Extra avec Monsieur Jacques Monclar. Salut coach. Bonjour, bonsoir Nico et tout le monde. On va parler d'une équipe aujourd'hui dont on n'a pas beaucoup parlé, en tout cas dans le podcast depuis le début de la saison. On a pas mal parlé de OKC, de Denver, des Lakers. J'ai eu envie qu'on s'attarde un peu sur Houston, qui a signé une belle victoire cette nuit à Golden State avec un super Reed Shepard. Les Rockets qui sont 4e de l'Ouest, 12 victoires, 4 défaites, qui jouent sans Kevin Durant depuis 2 matchs. Je voulais avoir un peu ton avis sur ces Rockets New Look. Du coup, avec KD quand même depuis le début de la saison, même si pour raison personnelle il a raté les 2 dernières rencontres. C'est quoi ton avis sur ces Rockets ? Moi j'ai envie de déjà te dire que finalement ils sont là où on les attendait, ils déçoivent pas, ils surperforment pas non plus, mais ils sont à un très bon niveau quand même sur ce premier mois de compétition. Alors, est-ce qu'ils sont là où on les attendait ? Pour moi, ils sont au-dessus, même si je les attendais là avec Van Vliet. Je trouve que la transition faite par Ime Udoka au niveau du poste de meneur de jeu, en ayant mis Amen Thompson dans un premier temps, en ayant bien sûr KD dans l'élaboration du jeu, ça aide un peu. Mais là, les progrès faits par le petit Reed Shepard, qui était 3e de la draft, mais qui était quand même l'année dernière quantité totalement négligeable dans l'effectif, il a su gagner en vitesse, gagner en puissance, gagner en distance de shoot et en régularité de shoot. Au fond de moi, je pense qu'il est sorti un an trop tôt de la fac. Je pense aussi. Mais quand la draft est là avec une position de 3e, tu prends. Tu sais combien de matchs il a joué titulaire à Kentucky sur sa seule saison freshman? Match titulaire. Très peu. 5. 5 matchs titulaires, 6. Numéro 3 de la draft, derrière Zachary Rizaché notamment. C'est le plus juvénile des Lascars que j'ai vu sortir, là, physiquement et tout, depuis Devin Booker, qui était aussi comme ça, tout flinguette, pas finé, qui était passé par Kentucky en 2e option. Il avait été ailleurs. Je sais plus. Enfin bref. Mais oui, il finit à Kentucky son cursus. Il finit à Kentucky, il fait qu'un an, avec AD d'ailleurs. Oui. Et il sort, mais le mec, c'est un enfant encore. Si Steph Curry. Mais Reed Shepard, ça devient un homme. Il monte au cercle hier, il installe et tout. Alors, pour en revenir à Houston complètement, je pense que c'est l'équipe la plus physique et qui se sert le plus de son physique. C'est peut-être une demande de Ime Udoka, c'est en tout cas quelque chose qui est super bien transféré par les moyens physiques d'Amen Thompson, Cason Wallace, Alperen Sengun, Steven Adams, KD qui est un Jabari Smith aussi. Jabari Smith qui a fait des progrès dans la verticalité, qui vraiment peut jouer 2 postes maintenant, 4 et 5, et a conservé son bras extérieur. C'est une équipe qui est d'aplomb. Et puis Sengun est un créateur de jeu incroyable. Il a fait des gros efforts défensifs en plus pour progresser et devenir brillant. On l'a vu à l'Euro contre contre Nikola Jokic. En FIBA à l'Euro, il l'a dominé, le match Turquie-Serbie. Voilà, c'est une équipe très intéressante. Tu as parlé de Cason Wallace, je pense que tu voulais parler de Josh Okogie. Josh Okogie. Et il y a Tate. Jason Tate, ouais. Je ne sais plus comment on dit son prénom, mais Tate, qui défend très bien. Ouais. Qui défend très bien. Et oui, Josh Okogie, qui était quand même donné pour perdu depuis quelques années. Et qui a été énormément dans le 5 de départ depuis le début de la saison. Ime Udoka a pas mal pianoté parce que finalement, Steven Adams n'est pas toujours titulaire en fonction des match-ups. Ime Udoka ajuste et pianote un peu avec son 5. Et c'est parce que les Rockets sont un effectif assez fourni finalement qu'il peut se le permettre de mettre un coup Okogie, Amen Thompson, Kevin Durant, Adams et Jabari Smith, ou alors jouer différemment en rentrant Adams et en faisant sortir Okogie, et du coup tu as juste Thompson sur le poste arrière. Et dans les grands vieux, il y a encore Jeff Green, il y a encore 2-3 choses. Il travaille. Ime Udoka a pris le principe de Eric Spoelstra. Fini les équipes NBA où ça s'entraîne pas. Il travaille. Et ouais, je les trouve bien. Alors après, j'entends ici ou là, les Lakers peuvent gagner la conférence Ouest. Ok. Qui dit ça ? La conférence Ouest, genre gagner la finale de conférence Ouest. Je l'ai entendu hier, Stephen A. Smith.
Ouais, d'accord, Voilà. mais bon. J'ai Oui, entendu ok. dans notre émission un minimum finale de conférence. Un minimum finalement. Ouais, Ouais, alors, donc, j'admets, beaucoup aimé bon, les Lakers, j'ai du mal à les voir aller jusqu'en finale de conférence. s'ils y vont, c'est magnifique. Si c'est bon, c'est Je magnifique, dirais mais que leur objectif, c'est plus une demi-finale de conférence, tout comme Houston, il me semble, même si Aaron Gordon est blessé, même si Christian Brown est blessé, que Denver et bien sûr OKC sont un poil au-dessus. et c'est justement voilà la question que je voulais te poser. Est-ce que Houston, alors on écarte un peu les Lakers de la question, Oui, ils sont dans l'équation. Hein. mais ils sont condamnés à être juste des outsiders, les Rockets finalement, tellement OKC et Denver paraissent quand même au-dessus du lot. Alors je peux comprendre que face à Denver, on puisse se poser la question, mais quand tu sais que les Rockets, leur identité, leur atout principal, c'est la rudesse, le côté physique du jeu, bah, Oklahoma City, c'est justement là où ils ont du répondant. Oklahoma City, on est à pratiquement un quart de saison, puisqu'il y a 82 matchs, on en a fait 18, Ouais. et que les 5-6 derniers comptent pas. On est d'accord? Ouais, grosso modo, c'est ça, ouais. Bon. Ouais. Ils écrasent pour l'instant. Alors, on se rend même pas compte de ce qu'est en train de réaliser chez Gilgeous Alexander, à la fois individuellement et collectivement. C'est une équipe qui fonctionne sans le deuxième meilleur joueur de son équipe et qui est à 17-1. Il y a de quoi être effrayé. Maintenant, À 18 ans même, parce que c'est encore plus effrayant. 18-1. Après, Denver aura des coups de moins bien, mais ils vont pas être bons à prendre. Et Houston est là. Ils sont jeunes, Houston. Il y a plein de jeunes joueurs. Jabari Smith n'est pas vieux. Amen Thompson n'est pas vieux. Rich Shepard n'est pas vieux. Tayshaun Tate. Je crois que c'est Jason Tate. Et comme j'ai un problème d'internet sur mon PC, oui, avec une apostrophe. Avec le JAE et machin. Prénom typiquement américain. Voilà, un truc où le papa était fatigué quand il a été à la mairie. Généralement, c'est les joueurs NFL qui ont des trucs comme ça, mais là, on entend NBA aussi. Et c'est jeune et ça galope et ils savent ce qu'ils font. Et puis Şengün est jeune aussi. Hein. Non, il y a un vrai potentiel. Alors on n'en verra pas le tout de par l'absence de Van Vliet, mais avec des chefs de route comme Steven Adams, comme Jeff Green, comme Kevin Durant, qui savent être exemplaires aussi. Moi, je suis hyper intéressé de ce qui se passe à Houston, et on va rappeler qu'il y a 3 saisons, ils gagnaient 22 matchs. Il y a aussi, on parlait d'OKC pour dire que finalement le point fort des Rockets est un peu l'autre aussi point fort d'OKC, mais finalement est-ce que Raphaël Stone il n'a pas construit cet effectif pour battre OKC, d'avoir justement ces 2 tours dans la raquette? C'est un effectif avec quelques similitudes. Le souci pour Houston, c'est que tu as pas Shai Gilgeous-Alexander, mais tu as Kevin Durant pour être le joueur ultime au scoring. C'est un peu réduire le tout. C'est réduit, non, mais bien sûr, c'est un peu réducteur. Sur Shai et Kevin Durant, parce qu'il y en a un qui est tout jeune et l'autre qui quand même qui a 37 ans. Je dirais chez les big men, évidemment, mais Hartenstein, Holmgren, quand ça joue ensemble, c'est très grand, mais le problème, c'est que Holmgren est un grand qui s'écarte. D'où parfois les adaptations d'Ime Udoka. On sait que Steven Adams, dès qu'il dépasse au-dessus de la ligne de lancer franc ou qu'il s'approche de la ligne à 3 points sur le côté, il prend des sueurs. Mais comme Hartenstein. Comme Hartenstein, peut-être plus encore. Oui, il est moins technique dans la raquette. Il est moins mobile, moins joueur qu'Hartenstein. Il n'a pas ce petit flotteur, il n'a pas ces finitions. Au niveau du alley-oop, il est moins efficace que l'autre qui est très souvent en l'air. Mais tu me dis, le point fort, c'est le physique pour OKC. C'est l'un des points forts. C'est quoi le point faible? Il n'y en a pas, c'est ça aussi le problème. Il n'y en a pas, l'adresse à 3 points, on sait que ça peut être un problème pour le Thunder. Mais ça peut aussi l'être pour les Rockets. Wiggins, Kayson Wallace, là je l'ai mis dans la bonne équipe, ce sont des mecs qui peuvent mettre des paniers. Dort, Caruso peut mettre des paniers, Lou Dort peut en mettre, Chet Holmgren en met, et cette année, le prime de Shai, il est
étonnant, quoi, parce que il enchaîne les perfs à plus de 20 points, à plus de 30. Là, il a joué dans le dernier quart-temps, bam, il en met 40, alors que ça fait un moment qu'il joue plus les troisièmes quart-temps. Les quatrièmes quart-temps, tellement ils dominent, les mecs. Non, mais ça fait un mois, on en parlait à midi, depuis 2015-2016, et ils n'ont pas été champions, j'ai pas eu le sentiment de voir une équipe qui marche sur la NBA comme ça, depuis les Warriors, quoi. Les Warriors qui vont gagner 73 matchs. 73 matchs. Ouais. Voilà, c'est depuis ça, j'ai pas vu. Je crois qu'ils avaient perdu le 24e à Milwaukee. Ils avaient fait 24 de suite ou quelque chose comme ça. Et ils perdent à Milwaukee qui, à l'époque, était fatigué, quoi. Donc, tu vois, 2015, c'est l'arrivée de Giannis. C'est ça, oui. Ils sont pas en place encore. Mais non, c'est très, très impressionnant ce qu'ils font. Très, très impressionnant. Et on a l'impression qu'il y a un noyau dur. T'as des mecs comme Jalen Williams, Kendrick Williams qui rendent service, qui sont bons en sortie de banc. Puis il n'y a pas de Jalen Williams, quoi. Le J-Dub, comme ils disent, qui est l'équivalent, alors attention, de Pippen pour Jordan. Non, mais oui, la comparaison, elle a été faite mille fois. Et puis elle fait sens. Pour revenir sur les Rockets, l'objectif minimum pour Houston, c'est peut-être une finale de conférence, allez, si on veut être optimiste. Mais le souci, c'est que pour quel avenir ? Parce que Fred VanVleet, de toute façon, il reviendra, mais avec après une rupture des ligaments croisés à son âge. Kevin Durant, il a 37 ans, il en aura 38 au début de la saison prochaine, en septembre prochain. Si tu pars du principe que Houston ne gagne pas cette saison, ça ne va pas forcément aller en s'améliorant pour ces joueurs-là. Donc, tu as l'émergence de Şengün, tu as évidemment Amen Thompson, qui est pour moi un peu la variable d'ajustement dans les résultats à court terme de Houston. En fonction de sa progression, Houston pourra peut-être viser encore plus haut. Et t'as Jabari Smith, mais t'as surtout finalement aussi Rich Shepard. Est-ce qu'il peut devenir un titulaire à part entière en NBA dans une équipe qui vise le titre ? Est-ce que c'est plutôt un sixième homme de luxe ? Moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. Rich Shepard dans le futur, en tout cas dans une équipe. C'est toujours difficile de mettre des joueurs aussi jeunes dans un carcan. Je suis d'accord Regarde avec toi. Le petit Colin Gillespie avec Phoenix, il est en train de faire un carnage. Rich Shepard, il a le profil à la Stockton. Qu'est-ce que je te dise de plus ? Mais c'est un profil anachronique. Oui. Il n'existe plus. c'est ça le truc. Mais tu vois, déjà être titulaire. Ouais, après, voilà. Être titulaire en NBA quand tu fais 1m87, il faut être très très fort. Et encore avec les chaussures, il faut être très très fort en attaque. Oui, mais il faut être gaillard, il faut te contrôler, il faut surtout foutre dedans. Et là, depuis un moment, il fout dedans, il a accéléré son shoot, il a pris de la puissance et de la vitesse. On peut en parler comme on est en vidéo, mais la mécanique de shoot aussi de Rich Shepard, elle est superbe. Elle est exceptionnelle. Elle est travaillée. Je te répète, c'est un gamin qui aurait dû faire une année de collège de plus. Mais bon, il l'a fait différemment. Et tu sais, pour l'avenir, si tu parles d'avenir de Houston, quand t'as Jabari Smith, quand t'as Şengün, quand t'as Tate, quand t'as Thompson, quand t'as Shepard, t'as quand même un noyau. Kevin Durant, il a encore 1 ou 2 ans devant lui. VanVleet, je suis d'accord sur une récup des blessures, on verra. Il faut attendre. Mais et ça fait envie aussi de venir bosser dans une équipe qui gagne, avec des joueurs qui sont des contenders, avec un coach qui a déjà emmené son équipe en finale NBA et qui a là cette ambition. Alors c'est quoi l'ambition pour cette année ? La logique, je dirais, c'est comme les Lakers, c'est à minima une demi-finale de conférence. Tout ce qui vient après, finale de conf ou finale NBA, c'est pain béni. Mais l'objectif, c'est... alors après, tu sais... Il y a quand même des choses. La saison régulière, elle est longue. Denver aura peut-être des hockey comme ils sont un peu en train d'avoir en ce moment. Sur un malentendu, 3 faux témoins, tu finis 2e et eux 3e. En demi-finale de conf, tu t'évites le monstre. Le but, oui, ce sera d'éviter le Thunder pour tous les autres. Il est clair que la place de 3e... Deuxième, troisième sont les bonnes places, tant que la place de 4e, elle t'envoie sur le monstre. C'est pareil d'ailleurs sur la place de 5e. Et c'est pareil aussi derrière sur la place de 8. Au premier tour, je pense que le 8e contre OKC, ça sera. En ce moment, ça ne doit pas être loin d'être Minnesota. Ils les ont joués les yeux dans les yeux. Ils les ont joués les yeux dans les yeux. C'est les Warriors, qui sont 8e. Minnesota est 7. En ce moment, on mal au dos, on mal à la cheville, on mal au mollet, on mal partout. Moi, je pensais à un truc aussi, c'est qu'avec tous ces jeunes joueurs et le fait d'avoir finalement
je sais que tu n'aimes pas toujours ce terme, mais des monnaies d'échange pour Raphael Stone, le general manager. Est-ce que tu n'irais pas chercher un Anfernee Simons, un Dennis Schroeder pendant cette saison régulière? Si tu vois que vraiment il y a un coup à faire, que tu crois dans cette équipe, que du coup tu récupéreras pas Van Vliet, est-ce que tu tentes pas d'aller chercher un Dennis Schroeder? Moi j'ai pensé aussi à Anfernee Simons, parce que les Celtics de toute façon n'ont pas le... Je pense pas qu'il est là sur un long terme dans le Massachusetts. Apparemment il est bien sur le marché. Est-ce qu'il est vraiment meneur? Parce qu'ils ont besoin d'un meneur. Même si avec Kevin Durant, il est important que ce mec-là mette des shoots, Simons, il a le profil, oui. Il y en a d'autres qui ont le profil meneur, même s'il est âgé, tu leur mets Drew Holiday. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais là, Portland, je pense pas que Portland le lâchera pour le coup. Non, je te dis pas ça. Ouais, mais ça serait parfait. Profil, parce que c'est un gros défenseur, avec Udoka qu'il a eu à Boston, ça peut que cliquer. Avec un mec comme Kevin Durant, ils sont même des habitudes d'équipe nationale, de Team USA. Filer des ballons à Şengün comme il en filait à Porzingis et à Horford, il sait faire. Voilà, ce type de joueur complet. Dans un autre registre, tu mets à Houston Caruso. Juste Caruso. Tout de suite, tu élèves le curseur. Il ne faut pas trop en donner aussi contre. Voilà. Oui. Voilà. D'ailleurs, l'avenir du Thunder sur les saisons qui vont arriver, ça sera de trouver de l'argent. Tu pourras pas. Alors oui, tu auras de l'argent. Tu l'as l'argent, mais tu pourras pas garder tout le monde. Et des joueurs comme Caruso ou Hartenstein ou Lou Dort, à un moment ou à un autre, il faudra que le Thunder s'en sépare. Peut-être pas des trois, mais d'au moins un, voire deux des trois. Ça, et parfois, tu le payes cher. Et je me souviens, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher le mauvais. On m'avait. C'est pour ça que quand tu as le choix entre Harden et Ibaka, il faut peut-être mieux garder Harden que Ibaka. Sans doute. Voilà. On m'avait taxé à l'époque de dire, après le titre de Denver, qu'en ayant perdu, ils avaient perdu notamment Bruce Brown et un autre mec. Et j'avais dit que c'était lourd. Dans la rotation. Et alors les fans, machin. Ils l'ont payé. Pourquoi 2 ans après le faire revenir? Ça, c'est la loi de la NBA. Ils n'ont pas le droit d'augmenter un mec, parfois. Parce qu'ils l'ont signé sous certaines conditions. Ceci, cela, c'est très compliqué. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier, mais le CBA actuel, de toute façon, est fait. Et c'est une volonté claire et nette d'Adam Silver, assumée, qu'il n'y ait pas de nouvelle dynastie, qu'il n'y ait pas d'équipe qui puisse régner sur la NBA pendant 3-4 ans. Et alors peut-être que le Thunder va démentir ça. Ils ont le profil. Mais oui, mais il n'y a que. C'est parce qu'ils ont extrêmement bien drafté et que Sam Presti a réussi des coups de génie. Mais c'est impossible de garder le même noyau dur pendant 4-5 ans maintenant désormais en NBA. Non, c'est très même difficile. quand tu es obligé de payer les joueurs à un moment, et du coup après quand tu passes au-dessus de deuxième apron notamment, tu peux plus signer de free agent, tu peux plus faire de trade, tu es obligé de donner même au bout d'un certain nombre d'années au-dessus du deuxième apron, tu donnes des choix de draft. Tout est fait pour que tu fasses pas ça. Il y a des choses, alors je ne vais pas critiquer ça parce que c'est un fonctionnement magnifique, la NBA, le CBA et tout ça. C'est un fonctionnement magnifique, mais des joueurs comme Nikola Jokic, comme Giannis Antetokounmpo, comme plein de stars vont pas pouvoir peut-être gagner autant de titres que si les règles étaient les mêmes qu'à une époque. Mais par contre, le fait qu'ils aient pas été dégagés comme Luka Doncic a été dégagé des Mavericks fait qu'ils vont prendre eux le max, le super max comme ils disent. C'est comme les lessives, il y a le super max du max de max. Je me souviens, il y a 2 ans, je gueulais après les contrats max. Ils sont contents avec leurs contrats max, avec Zach LaVine, avec tous les mecs comme ça. Tous ont des contrats max. Trae Young, les mecs s'ils restent dans le même, Luka il a perdu 40 millions de dollars, on va me dire ça lui brûle pas les pieds, mais quand même c'est pas logique que le club où tu te développes, qui t'a piqué, qui t'a drafté et dans lequel tu te développes soit obligé de te payer plus que s'il change et que tu vas dans une autre franchise, qui est le cas avec les Lakers, qui vont payer Luka 40 millions de moins que ce qu'il aurait dû être payé. Il y a parfois intellectuellement des choses que je pige pas. Mais bon, c'est comme ça, et tu as raison. C'est une règle à la base pour que les petits marchés... mais c'est une règle à la base pour que les petits marchés gardent leurs franchise players, qui gagnent plus d'argent dans la franchise qui les a draftés, plutôt que de partir dans des gros marchés, New York, Los Angeles, Miami, qui vont pouvoir allonger les billets. C'est fait pour ça au départ. Et s'ils sont là pour allonger les billets, moi je pense que sont eux qui devraient payer le cheminement des Spurs avec Victor.
New York, ils l'ont pas fait. Ils ont dégagé tout le monde. Ils ont pris Karl Anthony Towns. Quand Orlando veut faire all-in ou presque sur les 2 ans, cette saison et la saison prochaine, avec Desmond Bane, il sacrifie 5 premiers tours de draft. 4. C'est déjà pas mal. Ce qui est énorme. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est énorme. Donc voilà, moi, je sais pas. D'abord, OKC peut avoir une dynastie. Ensuite, la NBA, malgré ses règles, je suis désolé, je vais me répéter, mais je pense que de 2021 à 2025, les Boston Celtics auraient dû être au moins 2 ou 3 fois champions. Ils sont passés à côté en 2022, en 2023 de manière magique contre Miami, bingo en 2024, et après, la blessure de Jason Tatum travestit un peu tout, mais ils auraient dû avoir 2 ou 3 titres, ce qui n'est pas une dynastie, mais une petite une domination. Je pense que OKC a quand même... Il faut voir qu'ils reviennent bien, J-Dub, Jalen Williams, mais ils ont 2-3 choses en magasin. Et puis surtout, Shai. Ils ont Shai. Juste avant d'enchaîner, ça tombe très bien, sur les Boston Celtics, qui sera le deuxième thème de ce podcast. Je rappelle juste le calendrier pour Houston sur les 6 prochains matchs. Tu joues 2 fois Utah, 1 fois Sacramento, 1 fois Phoenix, 1 fois Dallas et 1 fois les Pelicans. Tu peux faire le plein et peut-être même te rapprocher et dépasser Denver sur cette période-là. Ça peut être intéressant pour les Rockets. Que tu puisses faire le plein, why not? Il y a une victoire de moins que Denver et les Lakers. Ils sont 13-4, les Lakers et Denver. Les Rockets sont à 12-4. Donc tu fais 6 sur 6. T'en dépasses au moins un des deux déjà. Ouais, mais il faut se méfier. Regarde les Pels, ils perdent en prolongation. Trey Murphy est en train de prendre une dimension incroyable. Zion a mis un panier pour la prolongation à la fin. On se demande comment il a fait. Mais bon, voilà, ça s'accroche. Sacramento a fait un coup l'autre jour. Hormis Utah, qui est vraiment bizarre. Les autres, j'ai pas l'impression qu'ils sont rentrés totalement dans le tanking. Non. Pas du tout. Boston, les Boston Celtics. Qu'est-ce qu'on en pense? 8e de l'Est, 10 victoires, 8 défaites. Bilan positif quand même. Leur pelouse était très belle hier soir. Ça c'est la NBA Cup, c'est franchement c'est compliqué. Moi je trouve à regarder. Ça fait mal aux yeux. Ouais, ça fait mal aux yeux et en plus les parquets sont glissants. Et apparemment c'est Luka qui a gueulé. Mais c'est pas le premier à dire ça. Sur la première édition déjà, on avait entendu des joueurs se plaindre des parquets et puis des autocollants qui ça pour un basketteur glisser, ça peut vraiment être embêtant. Pour les genoux notamment et les chevilles. Et les adducteurs. Et les adducteurs, ouais, c'est ça. Coach, comment tu juges pour le moment la saison de Boston? Évidemment, depuis la blessure de Jason Tatum, toutes les cartes ont été redistribuées. On ne va pas revenir sur tous les mouvements qui ont été initiés par Brad Stevens cet été pour alléger la masse salariale et passer sous la luxury tax. Est-ce que c'est un laboratoire pour le futur, cette saison des Celtics? Non, c'est un... Brad Stevens a été mandaté par les nouveaux propriétaires. On va rappeler que ça a été racheté 6 milliards, 7 milliards l'année dernière, à la succession de la famille Grousbeck. Il fallait réduire les frais. Et donc, on va pas revenir dessus, mais quand tu perds Al Horford, Luke Cornett, quand tu perds Jrue Holiday, Porzingis, tu perds la moitié de ton cœur d'équipe championne. Tu gardes les plus jeunes avec des incertitudes pendant un moment sur Jay Brown. Tu as Anthony Simons qui est là, mais dont tu te sers pas de manière prioritaire, même si je trouve que depuis un moment, ils sont mieux. Et comme par hasard, ça a correspondu à la mise en route de Peyton Pritchard. Et on en parlait ce midi aussi avec Derrick White. Je considère que c'est celui qui a le plus souffert du départ des autres. Derrick White est un mec élevé à la Greg Popovich. La factory Greg Popovich, qui a fait partie de Team USA, qui est un mec qui est capable d'élever son niveau très haut, que ce soit défensivement, offensivement. Et j'ai tendance à dire, son paradoxe, c'est qu'il est capable de surgir individuellement dans un collectif. Et ce qu'il fait hier quand il porte l'équipe dans le 4e quart-temps, c'est ce qu'il n'a pas fait assez depuis le début de saison. Cette équipe, pour être un candidat au play-off, a besoin d'un JB, Jalen Brown, comme il est, avec parfois son déchet, mais c'est un cheval d'orgueil, il attaque le cercle, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ils ont besoin de Pritchard qui met 2-3 pantons à 3 points,
et un Derrick White, alors peut-être pas comme hier, où il fait 6 sur 11 à 3 points, où il y a un 4e carton, mais plus prégnant que ce qu'il a été. On sait qu'ils sont demi-dés dedans, hein. C'est pas avec Keita, Walsh et compagnie que tu vas secouer le truc. Mais s'ils mettent dedans Exter, ils peuvent faire un petit play-off ou un play-in 7-8, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle façon de jouer de l'équipe de Joe Mazzulla, qui est l'équipe avec de très loin le rythme le plus lent de la ligue, le fameux pace, mais qui reste quand même une très bonne attaque, qui sait mettre dedans. C'est intéressant finalement parce que Boston, c'était une équipe qui jouait très très vite avant, et là c'est tout l'inverse qu'ils font. En début de saison, ils shootaient énormément à 3 points, ils ont un peu réduit. T'as l'impression que Joe Mazzulla fait des tests, moi je trouve, pour les saisons prochaines. Il a surtout peur de... Il a surtout peur de ne pas être adroit, et quand il n'est pas adroit, ils peuvent se faire arracher la tête par tout le monde. Par tout le monde, trop faible à l'intérieur. J'aime beaucoup Nemas Keita, j'aime bien Nemas Keita, mais c'est trop faible à l'intérieur. Ils font jamais jouer Chris Boucher. Et le troisième qu'ils ont encore, ils en ont encore un. Bon bref. T'as Luc Garza, t'as Jordan Walsh. Pour le coup, il a fait deux, trois choses. Garza, Jordan Walsh, il a fait un match ou deux, mais c'est pas des mecs réguliers. Non. Josh Minot, petite lui, c'est un gamin. Ouais, c'est un gamin, il est vite dans le cercle, il le met c'est en arrière. Oui. Il le met souvent dans le 5. Maintenant, il est ressorti du 5, mais c'est bien ce qu'il fait, lui, c'est bien. Mais tu vois, c'est ce genre de choses, c'est là, je pense que Boston fait des expérimentations. On sait que de toute façon, le noyau dur, c'est Jaylen Brown, Tatum quand il reviendra, Pritchard et Derrick White. Et ensuite, autour, on voit qui est assez bon pour être gardé. Et je pense que le reste fera pas forcément de vieux os dans le Massachusetts parce que Boston va avoir l'argent à dépenser. Et même si la free agency, on se précipite pas toujours pour signer chez les Celtics, ça va être une destination attractive si tu veux jouer des choses importantes à Boston dans les prochaines saisons. Ils ont un grand fan qui parle pas trop, mais qui était fan avant d'être drafté. C'est Cooper Flagg, qui est originaire du Maine, et même s'il a fait la high school en Floride, il rêvait de Boston. Il y a beaucoup de gens encore qui rêvent de Boston. Après, est-ce que JB, est-ce que JT, Jason Tatum vont se réengager sur la durée? Il faut voir comment financièrement tout ça va évoluer. Mais sans ça, il y a un cœur... elle est facile à renforcer, cette équipe. Il faut renforcer à l'intérieur. Et figure-toi que le Bleacher Report signale que les Celtics seraient très intéressés par Nick Claxton et que Anthony Simons pourrait être une monnaie d'échange assez facile pour mais déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de grands honnêtes, c'est vrai que Nick Claxton, il progresse année après année. Noah Clowney aussi progresse, c'est moins grand. Je suis pas le plus convaincu comme ça tout de suite, mais why not? Oui, c'est entre guillemets, Nemas Keita, lui, à mon avis, sera conservé parce qu'il progresse, le Portugais, mois après mois, match après match, je trouve qu'il progresse. Elle est relativement facile à construire, cette équipe. C'est du 4, 4,5, 5 qu'il leur faut. Ah oui, de toute façon, tu as les ailiers et tu as les arrières. Donc, oui, de toute façon, c'est plus très. C'est assez simple ensuite. Il reste à trouver les grands. Voilà, mais il faut trouver les bons grands. Avec un Joe Mazzulla. Tu te rends compte quand même, tu perds Porzingis, Horford, Cornet. Ouais, voilà. Bah, tu l'avais. Ça calme. C'était quand même une sacrée. Non, mais c'est là qu'on se rend compte que Boston était quand même une armada exceptionnelle l'année dernière. Tu avais une équipe. À la sortie de route contre New York, personne ne l'avait vu venir quand même pour le coup. Pas trop quand même. Mais ça a pété en l'air. Et l'année d'avant, ils sont quand même champions avec Porzingis quasi absent en finale. Bon, certes, Dallas est arrivé un peu fatigué en finale, mais quand même. Mais on se basait tellement sur le tir à 3 points à Boston que dès que c'est plus rentré, on en a fait les frais. Moi, je pense que Joe Mazzulla, il apprend aussi des erreurs du passé. Il sait que la façon dont jouaient les Celtics, c'était pas forcément viable sur le long terme, sauf si tu as des joueurs qui font une saison exceptionnelle. Mais tu peux pas être tout le temps exceptionnel à 3 points. Tu as tu peux être trop dépendant de cette adresse à longue distance. Je pense que sur l'année dernière, le choc qu'il y a eu d'aller au bout de la démarche, finalement, ils n'auront fait que 2 tours de play-off. La saison régulière et le play-off, c'est pas pareil. Ils étaient complètement dans un excès pendant longtemps. En début de saison, ils ont été dans l'excès à 3 points, 55, 54 tirs.
dans tous les sens, tout le monde, et en plus avec des big men qui n'arrêtaient pas non plus. Porzingis, Horford, bon, pas trop Cornet, mais ça dégainait dans tous les sens. Non, ils ont conservé leur académie de jeu, ils ont ralenti le rythme. Ils peuvent pas non plus trop s'exposer, parce que quand tu shootes, il y a aussi quelque chose. Si t'es un rebond offensif. Et là, ils sont pas d'une efficacité monumentale sans le rebond. Donc voilà. Mais moi, je suis assez content de voir qu'ils maintiennent quand même l'académie bostonienne, l'académie Celtics présente. Un match comme hier contre Détroit, je le conseille à tout le monde, parce que d'abord, il y a du suspense. Ensuite, t'as quand même un mec qui est fantastique en face, qui est Kate Cunningham. T'as Jay Brown qui en ce moment enchaîne les matchs à plus de 25, plus de 30 et tout de manière régulière. C'est intéressant. Lui, il est en train de prendre une dimension de leader de cette équipe. Voilà, bon, ils ne seront pas champions. Hein, sauf si le Père Noël leur amène deux big men là comme ça tout de suite. Mais bon. Non, a priori, ça ne sera pas le cas. De toute façon, les Celtics, quand tu regardes le classement, en fait, déjà à l'Est, il n'y a plus que 11 équipes finalement qui jouent quelque chose, puisque Charlotte, Brooklyn, Washington et Indiana sont décrochés et bien décrochés. T'es quasiment sûr en fait de jouer le play-in à l'Est. Il n'y aura qu'une équipe qui ne le fera pas. Ça sera entre Philadelphie, Chicago, Milwaukee. Boston, la place j'allais dire un gros mot, mais du couillon, voilà, ça sera la 11e, mais finalement t'es quasiment sûr de jouer, t'es quasiment sûr de jouer le play-in. Et puis si t'as une bonne série, tu peux peut-être aller faire un bon premier tour de play-off. C'est le match qu'ils ont vécu hier contre Détroit. Ça pourrait être un premier tour de play-off. Ils arrivent à le gagner dans les circonstances avec ce lancer manqué de Cunningham, ils le ramassent très bien. Mais c'est typiquement ce qu'ils peuvent faire. Peut-être aller en play-off, peut-être gagner 2 matchs, 3 matchs en play-off. Je les vois difficiles, quoique, mais faut voir. Mais parce que tout dépend. Jason Tatum. Non, moi j'y crois pas. Ah ben, t'y crois pas. Mais la question s'est posée. C'est lui qui l'a dit. C'est pas nous qui l'imaginons. C'est lui qui a dit « Ne me mettez pas out pour toute la saison. » Ok, on enregistre. On enregistre. Je pense que le staff médical va quand même lui dire de se mettre gentiment sur le côté, de rester sur le côté. Voilà, reste calme, Jason. Et on en reparle en septembre prochain. Et puis on voit où t'en es. Mais si Boston finit 8e à l'Est, qu'est-ce que tu vas faire venir Jason Tatum en play-off pour qu'il se reblesse? Tu ne gagneras pas le titre avec Jason Tatum cette saison. C'est Détroit, ils l'ont battu sans Jason Tatum. Ok, d'accord, faut en gagner 4 de suite et puis il faut le faire 3 fois. Je sais. Non, mais il y a vraiment des supporters qui aimeraient que Jason Tatum revienne. Tu vois, il faut le protéger. Apparemment, il a récupéré vitesse grand V. On verra. Ça, on nous le fait à chaque fois. Le joueur est toujours en avance sur le calendrier ou sur les grosses blessures comme ça. Et puis les croisés. Non, ton Achille. Ton Achille. Tu reviens pas comme ça. Hein. Tu ne vas pas direct comme ça en play-off. Ils sont des jeunes mecs, il est jeune encore, il doit avoir hygiène de vie nickel. Je te dis pas qu'il faut qu'ils reprennent, mais... on laisse la porte ouverte. Ouais, et puis en NBA, quand ils te remettent sur le terrain, les mecs, ils arrivent, ils performent. Regarde, Tyler Hero, il avait la cheville dans le sac, il n'a pas joué depuis 6 mois, il revient, il en colle. Premier match, je crois, 19-20, là, 29, et une belle victoire. Les mecs, ils sont prêts. C'est pas... Alors après, sur ce genre de choses, quand les joueurs sont absents un peu de temps, qu'ils reviennent, ils sont toujours bons sur les 2-3 premiers matchs. Et après, ça plonge tout de suite. Normal. Voilà. Normal, c'est ce qui pend au nez. Alors lui, c'est un cas particulier aussi de LeBron, qui a fait 2 bons matchs. Le premier est très en réussite, le deuxième moins en réussite et notamment externe. Mais oui, t'as un impact, l'adrénaline, le retour, la différence, physiquement, t'exploses, t'es tellement heureux. Après, oui, il faut reprendre, savoir que tu peux rater des shoots, que ça va pas bien se passer, que ceci, que cela. C'est la vie, hein. Il y en a d'autres pour qui ça s'est pas très bien passé. C'était en septembre dernier. Tu as commenté ça d'ailleurs. C'était pour l'équipe de France, les Bleus de Freddy Fotou, qui font leur retour demain, ce vendredi, à la Kinda Arena de Rouen, face à la Belgique. Début des éliminatoires à la Coupe du Monde 2027, qui aura lieu
au Qatar. Ça sera à 20h30 sur Beansport 1. Tu seras sur place, coach, pour commenter. Et donc, on va essayer de faire un petit focus sur ce France-Belgique. Les Belgian Lions, comme on les... Belgium Lions. Ouais, je crois que c'est Belgian, les Lions belges. Belgian Lions belges, ouais. Comme on les appelle. La France qui est dans le groupe aussi de la Finlande et de la Hongrie. La phase de qualification qui va se passer sur 2 phases. Il faut finir parmi les 3 premiers de ce groupe de 4 pour accéder à la deuxième phase. Et à la fin, il restera plus que, je crois, 12 équipes européennes pour aller à la Coupe du Monde. On va rajouter que les résultats de cette poule, alors on va me dire, il qualifie 3 équipes sur 4, ça sert à rien. Mais ça permet de jouer contre les 2 autres équipes qui sont qualifiées avec toi, si tu es qualifié. Et tu gardes ces résultats dans l'autre poule. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de finir, bien évidemment, avec le plus de victoires possible. Et si possible, avec un plus-moins, si tu dois en lâcher, toujours positif contre... C'est-à-dire que tu gagnes de plus que tu ne perds éventuellement. Là, on débute par la Belgique, qui était qualifiée à l'Euro. Qu'on a joué d'ailleurs à l'Euro et qu'on avait battu. Qu'on avait battu en ouverture, je crois, d'ailleurs. Oui, je crois que c'est le premier ou le deuxième match. Premier ou le deuxième. Il y a 3 joueurs, Toumba, Schwartz et... Van Vliet, le grand Van Vliet qui fait 2m13, tu vois. Ils l'ont allongé pour jouer en Belgique. Qui est là, ils ont récupéré Tino Bassoane aussi, qui était pas à l'Euro, mais qui est un gros scoreur. On va saluer Julien Mahé, le coach anciennement de Saint-Quentin, maintenant de Nanterre, qui est passé par Gravelines, par Dijon aussi à la formation. Ça sera son premier match. Ça va être son premier match. On va lui souhaiter bonne chance à partir du 2e. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, et nous, Freddy Fotou a... Tu me permets que je rappelle la liste de Freddy Fotou pour ce rassemblement. Sur les postes meneurs arrière, on a Andrew Albici qui revient pour les 2 premiers matchs et qui prendra ensuite sa retraite internationale. Ça a été annoncé. Donc Andrew Albici, Gérald Ayayi, Hugo Benitez, Adam Mokoka, Benjamin Sen et Mathieu Strazel. Qui sera là que pour la Finlande, Mathieu Strazel. Ah, que pour la Finlande parce qu'ils jouent l'Euroleague, là. Ils peuvent pas. Les joueurs d'Euroleague sont pas là au premier match. Sauf, il y a une dérogation donc pour un joueur de l'Asvel qui est Bodian Massa, et donc pour le Mathieu deuxième match aussi. Pour le deuxième match aussi. À l'aile, Axel Bouteille et puis l'artilleur fou Nicolas Lang. Et puis intérieur, Mathis Dosouyovo, Lionel Godou, Louis Laberry, Bodian Massa, Yves Ponce et Kylian Tilly. Kylian Tilly, on va saluer la formidable famille qui, entre le papa, la maman, le grand-père et les 3 frères, tous internationaux, et il n'y a que Kylian qui n'a pas fait les Jeux Olympiques dans cette famille, donc on va lui souhaiter bon vent, au joueur de Malaga qui avait fait son cursus universitaire à Gonzaga et qui, après un passage à Memphis où tout allait bien, mais il y a eu une opération où la récupération de l'OP a été compliquée. Voilà, Freddy l'a bâti. Alors il y a des hommes à lui, Adam Mokoka, Bodian Massa, Hugo Benitez, ça connaît bien Freddy. On sait aussi qu'Andrew Albici, en chef de meute, en chef de vestiaire, en exemple, et son exemplarité diffuse, un garçon comme Nico Lang qui a quand même l'habitude. C'est une équipe de France où il y a qu'un joueur à plus de 100 sélections. C'est bien sûr Andrew Albici, et après ça tombe à 35 ou 40, c'est avec Louis Laberry qui a fait partie de la médaille d'argent, je crois, aux Jeux en 2021 et de la médaille de bronze à la Coupe du Monde en 2019, je crois, le grand loulou, passé par Paris, qui était plus sélectionnable parce que jouant en Russie et qui est revenu en Europe de l'Ouest, on va dire. Voilà, notre grand Louis Laberry, je pense, on l'avait vu. Alors dedans, c'est limité, mais c'est là où on voit la qualité d'un groupe. Je suis sûr que les mecs sont motivés, qu'ils sont très fiers d'être là, et que il va falloir batailler contre ces Belges qui sont jamais faciles à manier. Voilà, eux aussi, ils ont 3 joueurs de l'Euro, les Belges, on l'a dit. Et puis il n'y a pas, bien sûr, les joueurs NBA aussi pour la Belgique. Il n'y a pas que nous qui sommes. Il n'y a pas Edge Mitchell de Casey et puis Toumani Camara de Portland, évidemment, sont pas là. Une saison de fou. Voilà. Et qui n'étaient pas là à l'Euro, d'ailleurs, les deux. Non, ils avaient beaucoup de blessés. Toumani était blessé aussi à l'Euro. Ça leur a coûté, d'ailleurs, un Euro compliqué, mais
La Belgique, c'est toujours dur à jouer. Et c'est le début. Voilà, il va y avoir ce match contre la Finlande. Et puis après, ce sera la Hongrie. Et puis, à l'été prochain, il y aura encore 2 rencontres, je crois, les retours de Belgique et Finlande. Ouais, c'est ça. Et là, il serait bien que ceux qui veulent faire les Jeux Olympiques comprennent qu'il faut en passer par là pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et puis à la Coupe du Monde, tu connais la règle. Il faut être dans les 2 meilleurs Européens pour aller directement au jeu. Et si t'es pas dans les 2 premiers Européens, il faut être 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est-à-dire les 5 suivants, pour avoir accès à un TQO. Ouais. Je te rappelle qu'après Jakarta, on n'était pas qualifié, et pas qualifiable, surtout. Pas qualifiable. Et je vais juste poser une question à mon ami Nico. Tu te souviens de la finale à la dernière Coupe du Monde pour les 2 meilleurs Européens? Oui, il y avait l'Allemagne. Et je sais plus, c'était qui le deuxième? La Serbie. C'est la Serbie, bien sûr. Donc, bien sûr. il faut pédaler quand même pour Ouais, aller au ouais. jeu. Ah non, mais c'est très, très Quand je chaud, les entends tous là, et oui, vous avez raison les mecs d'avoir envie de faire les jeux. Vous avez raison. Il faut y être au jeu déjà. Il faut y aller. Ouais. Il n'y a que 12 équipes. C'est pas une Coupe du Monde à 48 là. C'est ça le problème. Non, mais vraiment, non, c'est, pour le coup, c'est 12 équipes Et 5 après, 5 places qui vont en TQO. Et les TQO, tu sais, globalement, il vaut mieux les organiser. Je crois que ce sera le cas chez les filles, d'ailleurs. Oui, mais pas pour les hommes. Et puis, alors, j'ai plus les pays organisateurs, mais généralement, t'es toujours un coup en Serbie, un coup en Grèce, un coup... Enfin, c'est Porto Rico, voilà, souvent, voilà, t'es toujours dans des ambiances où... déjà, t'es loin, et puis souvent, c'est dans des ambiances un peu compliquées, hostiles, entre guillemets, quoi. Souvenez-vous, en 2016, on était passé par le TQO, et il a fallu un immense Tony, à l'époque, pour battre les Philippines, où je crois qu'il y avait Jordan Clarkson, non? Ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'était ça. Et c'était à Manille, donc compliqué. Ah, mais tu vois, c'est la Slovénie, je crois, qui a joué le TQO, là, le dernier TQO, ils étaient en Grèce, ils ont joué à Athènes. Oui. Et Lucas, tu vois, il est sorti, et en fait, c'était Il savait qu'il n'irait pas au jeu. C'était quasiment, entre guillemets, c'était quasiment foutu, quoi. Prochain match aussi de l'équipe de France, donc ce vendredi contre la Belgique, et lundi 1er décembre, en Finlande. 17h30. À 17h30, toujours sur Beansport 3 cette fois. Est-ce que tu sais où c'est? C'est à Espoo. Je ne sais pas comment on prononce. Je ne sais pas. C'est à Espoo, mais je ne sais pas comment on le prononce. J'ai joué à Helsinki, coaché à Helsinki, à Uusikaupunki, où je me souviens qu'il y avait les usines Saab. Mais à part ça... c'est une très bonne voiture d'ailleurs. C'est très solide, ça, en général. Oui. C'est du costaud. Mais c'est de la propulsion, ça, c'est dangereux. Ouais, ça part fort, ouais. Écoute, on a fait le tour sur ce France-Belgique. Non, c'est important après ce cauchemar de la Géorgie, après une deuxième partie d'Euro qui n'a pas été satisfaisante, après notre perf contre la Pologne, avec ce match de Gershon à 36, on avait eu... Sylvain qui nous en avait collé aussi, Francisco qui fait d'ailleurs une saison d'Euroleague de dingo. Qui est parti pour être MVP de l'Euroleague, quasiment. Sylvain, Francisco, j'aimerais bien, ça serait sympa. Ce petit homme vert, Zalgiris Kaunas. Voilà, ça a été très décevant la Géorgie parce qu'on s'est fait attraper comme des flancs et que ça, il faut recommencer à écrire une autre histoire et ça commence à la Kind Arena de nos amis rouennais. Coach, quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve très vite, on se retrouve lundi parce que tu ne seras pas en Finlande pour le coup, tu seras en Rouen demain mais pas en Finlande lundi. Tout ça aussi nous est tombé là, voilà. Non, on va pas aller. Comment t'as dit? Espoo. Espoo. E-S-P-2-O. Espoo. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà. Ça doit être bien. Ça va. Mais il doit faire froid surtout. Mais c'est très sympa la Finlande. Il y a des rennes. Ouais, moi j'ai été en Finlande une fois, j'ai fait du chien de traîneau et du renne aussi. C'est très sympa et tu vois les aurores boréales, si t'as de la chance. Et les journées sont courtes. Et les journées sont courtes. Et puis il fait très froid surtout. Ça pique un peu. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro du podcast. Merci coach et bon week-end à toutes et à tous. Ciao. Ciao.